y a trois grandes fonctions de la transparence qui transparaissent, si j'ose dire, de ces exposés. Il y a une fonction de surveillance des élus. C'est souvent la première chose à laquelle on pense. Plus on en saura sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont, plus la démocratie sera sous le contrôle de ceux qui la possèdent d'une certaine manière, des électeurs. Mais on sait aussi qu'un excès de transparence peut nuire à l'action publique. Donc c'est une vieille dialectique, c'est ce dont sans doute Daniel Ledeck nous parlera tout à l'heure. Mais il y a une autre fonction qui était moins apparente classiquement et qui apparaît grâce au numérique, grâce notamment à l'abondance des données sur les villes dans lesquelles nous vivons, les métiers dans lesquels nous exerçons. Ces données nous permettent de mieux nous connaître collectivement. Et le travail de la représentation d'une démocratie, c'est pas simplement de porter la voix du peuple, de faire porter la voix du peuple par les élus, c'est aussi de faire en sorte que nous nous connaissions mieux collectivement. Et les data, que ce soit à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un territoire, ça permet de mieux savoir comment fonctionne notre collectivité, quels sont ses atouts, quels sont aussi ses limites. Donc il y a une vertu de connaissance liée à la transparence. Et puis il y a une troisième vertu qui apparaît clairement dans les exposés liminaires qu'on vient d'entendre, c'est une vertu, je dirais, plus pratique, tournée vers l'évaluation et vers l'action. La transparence sur les données, par exemple, les données du marché du travail, vous en avez parlé à Bordeaux, Jean-François, à l'instant, eh bien, ça permet de mieux agir, tout simplement, de mieux apparier, comme disent les économistes, par exemple, sur le marché du travail, une offre et une demande. Donc la transparence, grâce au numérique, elle est au cœur de trois problématiques. Une problématique de contrôle des pouvoirs, une problématique de représentation de la société à elle-même, et une problématique d'action publique, d'action collective. Et c'est en ce sens qu'elle me paraît aujourd'hui absolument centrale. Tant de choses à partager, il faut être concis. Alors j'essaie d'improviser un plan concis. Donc oui, je m'appelle Henri Verdier, je suis plutôt, beaucoup d'entre vous, on s'est déjà croisé, entrepreneur dans le numérique, ça faisait 15 ans de ma vie. J'ai fait un peu de prospective et il y a 2 ans, j'ai rejoint le service du Premier ministre pour porter la politique d'open data. L'open globalement, c'était depuis peu de l'utilisation des données aussi pour l'amélioration de la santé. Pour faire très vite, bon, je choisis une seule idée à partager avec vous. La situation est particulièrement intéressante parce que nous vivons, au moment où ce télescope, une tradition qui vient, d'après moi, en France, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens et de la puissance du numérique. On est sous le portrait de Clémenceau, là, donc on peut être un peu solennel. La nuit du 26 août 1789, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme ont écrit quand même, ils ont adopté des articles impressionnants de modernité. Bon, bien sûr, l'article 15 qui dit la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration. Dans l'article 14 qui dit le citoyen a le droit de constater par lui-même la nécessité de la dépense publique, l'assiette, le taux, l'emploi et l'efficacité de l'impôt. Et même à l'article 6 qui dit le citoyen concourt directement, virgule, ou par l'intermédiaire de ses représentants, l'élaboration de la loi. Et ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme, donc c'est le préambule de la Constitution, donc c'est dans le socle constitutionnel du français. Alors, à l'époque, les gens ne savaient pas tout ça à écrire, ils étaient à plusieurs jours de cheval de Paris, et il n'y avait pas Internet, ils ne pouvaient pas s'organiser. C'était déjà une mission magnifique, mais moins applicable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est techniquement possible. Déjà, bien pour cette raison-là, la démocratie, la République française doit aux citoyens le respect de son socle fondateur. Et une partie des questions dont on parle se résume à ça. Il y a d'ailleurs un concurrence, une construction progressive, difficile, compliquée, mais de la mise en œuvre de ce droit, dont sans doute un des moments importants, c'est la loi Cadre en 1978 qui autorise les citoyens à réclamer à l'administration la transmission de tout document administratif, virgule qui ne soit pas couvert, et c'est normal, par la protection de la vie privée, par la protection de la sécurité nationale, il y a des secrets légaux, mais s'il n'y a pas de secrets légaux, l'administration vous envoie la transmission et vous avez le droit, de par la loi, d'utiliser librement toutes les informations qui sont contenues. Donc ça, c'est le volet de droit de l'homme. Mais, vous le savez, on est après Internet, c'est-à-dire après l'âge de la multitude, la puissance distribuée dans l'aspect civil est incroyable, la capacité de réponse collective à des problèmes collectifs est incroyable. Wikipédia, TripAdvisor et d'autres nous montrent tous les jours, OpenStreetMap et j'en passe, ce qu'on peut faire dans les grands biens communs contributifs, dans l'intelligence collective qu'on peut atteindre avec ça. Et
Donc le deuxième sujet qui envoie immédiatement sur ce droit de l'homme, qui est un droit à l'information en fait, c'est la capacité de la puissance publique de se rénover de fond en comble et d'atteindre des formes d'intelligence collective, voire d'efficacité collective. Et juste pour montrer à quel point ça peut aller loin, je vous partage deux exemples très courts qui montreront que ça ne s'épuise pas dans une transparence ou un droit à l'information. On peut aller encore plus loin. Il y a un mois à peu près, j'ai reçu la ministre des Télécommunications et du Numérique du Togo, qui souhaitait nous rencontrer, qui s'est mise à me poser énormément de questions sur le cadastre. Le cadastre, grande conquête de la République, qui a presque 2 siècles maintenant. Et elle a posé des questions techniques, juridiques, vraiment beaucoup. Au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi ça vous intéresse tant le cadastre? Elle dit, vous savez, chez nous, il n'y a pas de cadastre, et donc il n'y a pas de classe moyenne. Parce que les paysans, ils ne peuvent pas gager la terre, ils ne peuvent pas hypothéquer, ils ne peuvent pas emprunter, ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas entreprendre. Vous voyez, la donnée qui devient commune, qui devient bien commun, c'est aussi des choses comme ça. C'est aussi ces référentiels qui permettent de mobiliser, d'entreprendre, d'innover. C'est pas toujours une affaire de transparence au sens je mets en pleine lumière quelqu'un qui voulait cacher les choses. C'est aussi des choses qui permettent de synchroniser, de s'organiser, de co-créer. Et cet exemple, moi, je vous ai beaucoup parce que il y a aussi ce qui se passe quand on met de la lumière publique. Et de même, quand on regarde le fameux executive order du président Obama il y a à peu près 2 ans, en mars 2013, qui relance la politique d'open data, d'une manière qui semble curieuse de ce que décide l'Atlantique, qui dit regardez ce qu'on a fait avec le GPS. Alors, la première fois, je me suis dit quel rapport avec le sujet. Mais si on y pense bien, le GPS, ce sont des informations qui étaient militaires, qui sont vraiment accessibles depuis l'an 2000 sur les décisions du président Clinton, qui ont fait naître une filière industrielle entière. Les services mobiles dans votre téléphone n'existeraient pas sans le réseau GPS, et qui permettent aussi aux États-Unis de commander industriellement cette filière industrielle entière. Et donc la donnée, ça sera tout ça. Alors, je fais très court, mais c'est pour ça que dans le travail qui a commencé tout à l'heure avec le fait en 2011 sur la majorité précédente et qui continue maintenant, au fond, on est en train de travailler et d'ajouter comme des taux d'oignon toutes ces dimensions. Il y a un travail incessant qui appelle encore beaucoup de progrès sur la transparence de l'action publique et le droit à l'information des citoyens, et qui continue, vous avez vu, par rapport à Nadal récemment, il y a eu la création de l'autorité sur la transparence de la publique, et il y a encore du travail, ne vous inquiétez pas. Il y a un deuxième travail qui est, est-ce qu'il y a des endroits où il faut penser aussi le partage des données publiques pour créer des biens communs informationnels, pour créer des infrastructures industrielles, pour créer de la puissance collective. Et même quand ce ne seront pas des données qui seront de l'ordre de la transparence, quand ce seront des données géographiques, quand ce seront des données de transport, quand ce seront des données d'énergie, des choses comme ça. Là, il faudra être particulièrement vigilant à protéger la vie privée et ne pas créer aussi une faille de sécurité dans l'économie nationale, si je puis dire. Si on met tout ça en place publique, on a peut-être quand même un petit droit de regard, on peut peut-être définir des règles du jeu, des règles d'utilisation de ces ressources externes. Ensuite, ça concerne notre premier chef aujourd'hui. Dans tous les pays du monde qui ont ouvert ce chantier d'open data, il est arrivé très vite l'idée que ouvrir les données c'est bien, mais si on ne fait pas la décision, ça ne sert à rien. Et donc derrière l'open data, très naturellement, il y a l'open government, le gouvernement ouvert. Donc vous avez peut-être noté que la France a rejoint il y a 1 an un partenariat mondial, ça s'appelle le partenariat pour un gouvernement ouvert. Compte à nous ou pas, j'en sais rien, on est le 64e pays à adhérer. Mais en arrivant, on leur a dit, vous inquiétez pas, on avait inventé des trucs nous aussi. Les rapports de la Cour des comptes sont publiés depuis 1850, le Cabel à 40 ans. On vous l'avait pas dit, on ne savait pas le dire en anglais, mais on faisait des trucs. Obama n'a pas tout à l'heure. Et c'est un espace très intéressant puisque on coopère avec 64 autres pays qui se posent les mêmes questions. On peut faire des données, mais est-ce qu'on peut prendre des décisions plus informées, plus fondées, renouveler les termes du débat public, utiliser Internet? Et il y a plein d'expériences différentes. Et quand vous êtes en train de construire une démocratie, ou quand vous êtes un pays émergent d'un point de vue économique, donc l'activité, vous ne voyez pas les choses du même point de vue. Et à cet égard, je donne rendez-vous aux organisateurs de tout ce travail. Vous savez, j'espère, qu'on est en train de préparer en discussion avec la société civile d'une 60aine de rendez-vous un plan d'action national co-rédigé avec la société civile pour faire de première vague de décisions pour un gouvernement plus ouvert. Et le charme de cette organisation, c'est que, et ça c'est bien, c'est ce que nous apportent les anglo-saxons, on écrit ce qu'on veut, mais 2 ans plus tard, il y a un jury indépendant qui dit si on a fait ce qu'on avait été. Lui, pas dans le. Donc on cherche aussi des mesures réelles, concrètes, activables, mesurables. Et puis enfin, et j'en terminerai avec ça,
à la fois pour bien ouvrir les données, pour que ça bénéficie à l'administration elle-même et donc elle ait envie de continuer. Nous, on a fait le pari que si on s'en servait pas nous-mêmes, pour essayer de designer des politiques publiques à l'OLR, tout ce monde que le numérique appelle evidence-based decision ou data-driven strategy, était indispensable pour réussir les deux autres missions. Et donc, on a créé récemment cette fonction d'administrateur général de données. Et on essaye de mettre dans l'État quelques data scientists qui essayent d'aider les administrations à mieux s'organiser, à mieux se piloter, etc. Donc, je voulais rappeler tout ça parce que je crois que le débat mérite de se poser à ce niveau-là d'ambition, parce que c'est ça aussi la révolution numérique. Alors quand même, mais je vais être très court, les propositions qui nous sont faites là, le cadre normatif, c'est une très bonne idée, on essaie de le mettre dans notre TGV numérique, j'espère que ça sera. Ce sera pas. Et comment? Sinon, ça sera pas, Oui. comme d'autres décisions récentes. Doter la CADA d'un pouvoir de sanction, attention. La CADA ne demande pas 6 mois, on le lance simple, la CADA c'est 2 permanents, c'est bénévole. Si vous allez se défendre elle-même devant le tribunal administratif, il y a 5000 décisions qui étaient par an, sans avoir des ressources supplémentaires, elle aura du monde. Donc ce qu'on explore, mais je ne sais pas si le Conseil d'État trouvera que c'est une bonne idée, c'est la possibilité pour les citoyens de faire un référé en cas d'avis favorable à la CADA et qui ne soit pas suivi d'effet par l'administration. En tout cas, si vous donnez à la CADA une telle responsabilité, c'est vous donner les moyens de se défendre. Ça, c'est un petit peu touchy d'un point de vue juridique. Obliger les collectivités à publier sur l'État. Bon, d'abord, sans la loi, en dehors, c'est un principe de libre administration des collectivités. Vous avez vu que dans la loi NOTRe, sur un amendement, première obligation d'open data des collectivités est arrivée il y a 15 jours. Pourquoi pas nous, on essaie en tout cas de faire un portail central où tout le monde a vraiment intérêt à partager ces données tout en les gardant chez lui. C'est-à-dire de faire surtout un annuaire central. Plus de 60 collectivités jouent avec nous maintenant et ça monte tous les jours. Moi, je préfère que les gens aient intérêt à le faire qu'une obligation de le faire. Peut-être qu'à un moment, enfin, là, on voit bien, avec la conséquence de la nôtre, si vous avez 10 000 portails de collectivités et qu'il n'y a pas une petite convergence des standards, des formats, des règles d'interopérabilité, on ne sera pas beaucoup avancé. Donc là, les côtés devenus standardisés. La plateforme unique, c'est un peu la même chose. Sur les histoires de publier des outils de visualisation, etc., nous-mêmes, on se pose la question depuis longtemps. En même temps, profondément au cœur de l'idée de l'open data, il y a partageant les données brutes dans l'état où on s'en sert et n'imposant pas des points de vue et des interprétations. Donc, il vaut mieux parce que civil s'organise sans doute l'État pour être capable aussi de produire des interprétations et des points de vue. Aujourd'hui, vous avez une équipe hyper sympathique et bienveillante chez l'État, mais qui sait, peut-être qu'un jour vous n'aimerez pas mon successeur. Préparez-vous aussi à pouvoir construire et imposer des points de vue, même si vous n'êtes pas d'accord avec la le travail sur les données cachées, c'est sûrement un grave, mais on n'oublie pas qu'il y a une difficulté technique bête, c'est que souvent les vraies données qui sont vraiment intéressantes, les décideurs ne savent pas qu'elles existent, parce qu'ils pensent que c'est une sorte d'informatique de gestion, et ils ne regardent pas ça. Je pense souvent, juste pour l'anecdote, quand la ville de Paris a voulu faire un open data culture, pendant 1 an et demi, les services culturels ont dit j'ai rien, jusqu'au jour où le DSI a dit oh quand même, on a informatisé les cartes d'emprunt à l'institution dans la bibliothèque. Donc on a juste toute la sociologie culturelle de la ville de Paris, puisqu'on sait où les gens habitent, Tintin, Titeuf, les gens partent. Il a fallu 1 an et demi pour que les gens réalisent que c'était ça de la data, et que ça avait de la valeur et que ça intéressait quelqu'un. Parce que c'était pas dans le système décisionnel.